Donc, deuxième partie du corrigé de ce TS7. Donc, qui sont les deux autres derniers exercices, c'était des extraits d'annales de bac. Et c'est des choses qu'on revoit très souvent dans les études supérieures. Donc voilà, c'est intéressant de retravailler sur ces deux exercices. Donc le premier exercice était sur l'ibuprofène qu'on avait déjà vu en TP. On vous demandait dans un premier temps de repérer le groupe caractéristique de cette molécule. Donc il est ici, hein, c'est un acide carboxylique. Deuxième question, on vous demandait d'expliquer en quoi cette molécule est chirale et de repérer sur la figure la cause de la chiralité. Donc très souvent, hein, c'est un carbone asymétrique qu'il faut chercher. Donc ici, il y a 2 CH3, ce n'en est pas un. Là, j'ai 2 H. Là, j'ai double liaison, donc c'est même pas la peine de regarder. Par contre, ici, j'ai un C qui a un H, le groupe COH, le groupe CH3 et tout ce groupe-là. Donc j'ai un carbone asymétrique ici. Et donc c'est lui qu'il faut repérer. Si j'en ai qu'un, c'est forcément une molécule chirale. Attention à bien le repérer, ça comptait sur un point. Ensuite, on vous demandait comment reconnaître des molécules qui sont énantiomères. Donc là, c'était du cours qui vous était demandé. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que le prof veut savoir? Parce que je veux savoir, c'est est-ce que vous connaissez la définition d'un énantiomère et comment les reconnaître. Donc pour reconnaître deux énantiomères, il faut que ce soit des images l'un de l'autre dans un miroir. Mais attention, il faut qu'ils ne soient pas superposables. Il faut absolument le préciser. Il y en a beaucoup qui ont oublié ce complément d'information. Donc là, c'est le cas. Hein, si je dessine son image dans un miroir, bien du coup, de par l'existence du carbone asymétrique, hein, les deux molécules, on ne va pas pouvoir les superposer. C'est ce qu'on avait fait en TP. Ensuite, il fallait dessiner les deux énantiomères sur l'annexe, donc en compléter une et ensuite dessiner l'autre. Donc, il y avait déjà le CH3 qui était indiqué, si je ne me trompe pas. Et donc, il fallait placer les deux autres groupements. Donc, si je regarde là, le carbone qui est ici, j'ai le H, non, il y avait le CH3 puis le gros groupe, je crois. Donc le gros groupe, il était déjà noté puisqu'il est un peu compliqué. Comme ça vous évitait de le faire. Le CH3 est déjà noté, donc il fallait laisser les deux derniers groupes, le H et puis le COH. Bon, je les mettais d'un côté de l'autre, peu importe. Ce qui compte ensuite, c'est de ne pas se tromper sur le deuxième énantiomère. Et là, comme tout à l'heure, il faut faire une image dans un miroir. Donc moi, je vous conseille à nouveau de faire une symétrie axiale de ma molécule de gauche en molécule de droite. C'est très facile à vérifier qu'elles ne sont pas superposables et que ce sont bien des énantiomères. Question de 4. On vous demandait du coup, on vous précisait que ces deux molécules n'avaient pas le même effet thérapeutique. On vous demandait d'expliquer pourquoi ces molécules n'avaient pas la même activité biologique. Donc ça, c'est le principe des énantiomères. Hein. Ce sont des molécules qui ont même propriétés physiques et chimique, mais pas la même propriété biologique. Alors d'où ça vient? Le mot-clé là, c'est reconnaissance chirale, que je voulais retrouver dans votre texte, et que vous me l'expliquiez. Donc dans les milieux biologiques, les récepteurs biologiques sont généralement aussi chiraux, et du coup, eh bien, forcément, pour que les deux, qu'il y ait une réponse biologique, il faut que la molécule se fixe sur ce récepteur, et donc son arrangement dans l'espace est très important. C'est le concept qu'on appelle clé-serrure. La clé doit rentrer dans la serrure pour qu'on ait une réponse biologique. Et du coup, comme les deux énantiomères n'ont pas le même arrangement dans l'espace, et bien du coup, la réponse biologique de ces deux énantiomères est soit différente, soit il y en a une qui a une réponse et pas l'autre. En tout cas, ça donne pas la même chose. Et c'est ce qu'on appelle le principe de la reconnaissance chirale. Mot-clé, du coup, à bien réutiliser. Enfin, dans la dernière partie, question 3, là, on vous parlait d'analyse spectrale. Donc, on vous donnait le spectre infrarouge et le spectre RMN. Pas des questions très difficiles. Hein. On vous demandait de reconnaître et d'identifier les deux pics infrarouges qu'on a vu très souvent dans nos specs. Le pic, premièrement, 1 à 1700. Donc la bande à 1700, elle est caractéristique du groupement de la liaison C double liaison O qu'on trouve dans les cétones, les aldéhydes, les acides carboxyliques, etc. Et donc ici, ça colle puisqu'on a bien un acide carboxylique. Donc ça, c'est la bande numéro 1. Dans la 2, attention, il y avait deux choses qui pouvaient se superposer. C'était la liaison OH, qui est généralement une patate hein, dans ce niveau-là. Et puis là, elle n'est pas très large, mais elle est confondue aussi avec la vibration de la liaison CH d'un alcane en général. On en trouve plein des CH là. C'est tétra H. Et puis le H du OH de ma fonction COH. Ensuite, on passait à de la RMN. On vous demandait le signal G qui était très très à gauche, un signal très déblindé, à quoi il était dû. Donc si on regarde les tables de RMN, le signal était à 12 ppm. Et un signal à 12, il n'y a pas grand chose, hein, à part des H d'un groupe acide carboxylique, et ça tombe bien puisqu'on avait bien un H d'un groupe acide carboxylique. Donc là, c'était ce H là qu'il fallait entourer. Et citer la fonction acide carboxylique.
Dernière question, on vous demandait pourquoi le signal était un singulet. Donc tous les H qui sont fixés par un carbone mais un oxygène, comme la fonction OH, alcool, etc., eh bien ils ne sont pas couplés, c'est-à-dire que c'est comme si le carbone qui était à côté ne portait pas de voisin. Et en effet, hein, le carbone qui est là, en plus, ne comporte pas de voisin. Donc le pic sera bien un singulet. Dernier exercice qui était aussi une annale de Bach entre l'acide fumarique et l'acide maléique, qui sont des diastéréoisomères. Première question, on vous demandait de faire apparaître ou de dire ce qui distinguait ces deux molécules et les représenter, sachant qu'était représenté déjà l'acide maléique, qui est l'acide E, but 2N 1,4-diamique. Alors, du coup, il fallait dessiner le Z. Donc là, il y en a beaucoup qui sont trompés. Il faut vraiment que vous repreniez ça. Pour savoir si j'ai un E, un Z, je vais prendre la double liaison et je vais tracer un trait dessus. Si mes deux groupes sont de part et d'autre de ce trait, ça veut dire que j'ai un E. Si donc je dois dessiner un Z, ça veut dire que le groupe qui est là, il faut que je le passe en haut. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dessiné un autre E. Si je le passe en haut, ça me donne la molécule de gauche, là, l'acide maléique. Et donc, qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, c'est la différence au niveau de la double liaison, ce qu'on appelle la configuration Z ou E. Ces deux acides, du coup, est-ce que c'était des énantiomères ou des diastéréoisomères? Eh bien, c'est des diastéréoisomères par définition. Tous les stéréoisomères de type ZE sont diastéréoisomères. Mais ça, c'est pas une définition. Et le prof, il attend une définition ici. Qu'est-ce qu'un diastéréoisomère? Un diastéréoisomère, c'est un stéréoisomère qui n'est pas énantiomère. C'est-à-dire les deux ne sont pas, le Z et le E ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, sinon ça aurait été des énantiomères. Question 3. Au lycée, au niveau expérimental, comment on peut les distinguer? Donc là, il fallait faire référence au tableau des propriétés physiques et puis voir qu'est-ce que vous pourriez faire comme expérience. On avait déjà fait ça en TP. Donc il y avait deux propriétés qu'on pouvait tester. On n'en attendait qu'une seule sur les deux. Les deux ont été données. Le premier, c'est la solubilité. Et donc là, on attendait un protocole. Et puis la température de fusion. Donc la température de fusion, je vous rappelle, on a un banc-fleur, le vocabulaire était attendu, on dépose notre solide, le banc-fleur c'est un banc métallique qui est chauffé de plus en plus, hein. Et donc j'avance mon solide jusqu'à voir mes grains de solide fondre, et je détermine comme ça la température de fusion. Comme j'ai l'acide maléique qui fond beaucoup plus tôt que l'acide fumarique, je vais pouvoir les distinguer. Deuxième expérience, c'est la solubilité. Donc j'ai une solubilité de l'acide maléique très grande, de 780 grammes dans un litre par rapport à l'acide fumarique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer entre les deux. Donc si par exemple je fabrique une solution à 20 grammes par litre, ben du coup mon acide fumarique ne va pas se solubiliser. Il va se solubiliser mais pas entièrement, alors que le maléique, lui, sera totalement dissous. Attention au vocabulaire, il y en a plein qui m'ont parlé de dilution, c'est de la dissolution. Donc ça veut dire que je vais mélanger mon solide avec de l'eau. Alors 1 litre ça fait beaucoup, je peux travailler avec 100 ml ou avec 10 ml. Donc pour moi j'ai mis un exemple, mais ça aurait pu être un autre exemple, mais surtout donner des valeurs. Donc pour avoir 20 grammes par litre, il faut que je mette 0,2 grammes dans 10 ml. Et donc si je fais ça, l'acide maléique va se dissoudre complètement, mais pas du tout l'acide fumarique. Et donc je vais vérifier cette différence de solubilité. Ensuite, on vous demandait du coup d'expliquer pourquoi il y avait cette différence de température de fusion et ensuite de solubilité. Alors la température de fusion, on vous aidait, hein, puisqu'on vous parlait de liaison hydrogène, on vous rappelait ce que c'était. Et puis ensuite, on vous demandait de repérer les liaisons intra- et intermoléculaires que vous pouvez faire, liaison hydrogène intra- et intermoléculaires que vous pouvez faire ces différentes molécules, et pour essayer d'expliquer leurs différences. Alors si je vois l'acide maléique, qui est l'acide Z, bien en fait, en tournant autour de la molécule là, eh bien je vois que le H de la fonction COH, il peut être en vis-à-vis d'un oxygène. Attention, c'est un H, une liaison hydrogène qui est toujours reliée à un doublet non liant d'un atome très électronégatif. Donc faut pas le mettre en face d'un autre H, hein. Là, faut le mettre en face d'un oxygène qui porte des doublets non liants là qui sont pas indiqués, mais voilà. Et donc ça permet une liaison hydrogène au sein de la molécule qu'on appelle liaison hydrogène intramoléculaire. Donc ça c'est assez facile parce qu'on voit que ça fait une sorte de pince, hein, où le H et le O sont assez proches pour pouvoir faire cette liaison hydrogène. Et puis le OH qui est de ce côté-là et puis le O qui est là, mais du coup d'une autre molécule, hein, c'est bien de dessiner une autre molécule, vont pouvoir refaire des liaisons intermoléculaires qui sont dessinées ici.
Dans le cas de l'acide fumarique, bah, la pince là, elle n'est pas du tout du même côté. Du coup, le O de tout à l'heure, l'oxygène du C double liaison O et le H du OH vont pas du tout pouvoir se mettre à l'intérieur d'une même molécule. Donc les interactions, elles vont se faire, par contre, pas intramoléculaires, mais intermoléculaires. Et puis il va y en avoir plusieurs, il va y en avoir deux à chaque fois que j'ai deux molécules en vis-à-vis. Donc là, dans le cas de l'acide fumarique, j'ai beaucoup plus de liaisons intermoléculaires que de liaisons intramoléculaires. Et les molécules sont d'autant plus liées entre elles qu'on a des liaisons intermoléculaires. Donc ça, c'est pour la question 4.2. Plus j'ai de liaisons intermoléculaires, plus du coup le solide va être justement solide, va être lié, les molécules vont être liées les unes aux autres, et donc ça va être difficile de casser les liens qu'il y a entre les molécules, et donc la température de fusion va être élevée. Donc l'acide fumarique, qui a beaucoup plus de liaisons intermoléculaires, et bien du coup, avoir une température de fusion, ça va être plus difficile de casser ces liens entre les molécules qu'ici, où il y en a moins. Et donc, il va avoir une température de fusion plus importante que l'acide maléique. C'est ce qu'on observe expérimentalement. Voilà pour la question 4.2 qui vous a posé pas mal de problèmes. Donc voilà, revoyez bien les schémas. Deux dernières questions, c'est sur cette fois la solubilité. Alors ça fait appel à des connaissances de première qui sont vraiment importantes pour la suite, parce que ça revient assez souvent. C'est la notion de polarité. Alors ensuite, on vous demandait premièrement, est-ce que l'eau est un solvant polaire? Alors pourquoi on vous demande ça? Parce qu'on a fait la dissolution dans l'eau, donc on veut savoir comment sont ces deux molécules. Donc l'eau, attention, vraiment connaissance de base de l'année dernière, c'est une molécule coudée, ce n'est pas une molécule qu'on peut mettre plane. Il y en a aussi qui sont plantées, il y a 2 H et un seul O dans l'eau. Ensuite, je regarde les électronégativités. L'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle du H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attire plus les électrons. Donc le delta-, il est autour du O et pas autour du H. Donc les H sont delta+. Du coup, le O est 2 delta-. Et si je regarde le barycentre des charges positives et négatives, négative c'est ici, puisque toutes les charges négatives sont centrées ici. Et les charges positives, là, elles sont ici. Alors attention, hein, c'est des liaisons polarisées, c'est-à-dire que les charges sont délocalisées, mais c'est pas des ions. Hein. Voilà. Donc je vois que le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives ne sont pas confondus, et donc ça, par définition, ça définit une molécule polaire. Donc ça, il faut revoir si vous ne vous rappelez pas, au pire on reprendra ça quand on se verra. Dernière question, du coup maintenant que je sais que l'eau est une molécule polaire, est-ce que ça explique la différence de solubilité entre acide maléique et acide fumarique? On vous dit, alors ça on l'avait vu en TP, mais là c'est une donnée, que l'acide maléique est polaire tandis que l'acide fumarique est apolaire. Et du coup, est-ce que ça explique la différence de solubilité? Alors il faut savoir que une molécule polaire est soluble dans un solvant polaire. Attention, on ne dit pas l'inverse. Hein. On ne dit pas que l'eau est soluble dans l'acide maléique ou avec l'acide maléique. On dit toujours que la molécule, l'acide maléique, est soluble dans le solvant, donc l'acide maléique est soluble dans l'eau. Et en règle générale, une molécule polaire est soluble dans un solvant polaire, une molécule apolaire est soluble dans un solvant apolaire. Donc ça explique bien ce qu'on vient de voir. On vient de montrer que la molécule d'eau est polaire, donc l'acide maléique qui est polaire est forcément très soluble dans l'eau, alors que l'acide fumarique qui est apolaire n'est presque pas soluble dans l'eau, et ça explique bien du coup la différence qu'on constate expérimentalement. Voilà pour ce DS.